Chers collègues, chers collaborateurs, bonsoir. Merci d'être ici. Nous demandons aux collègues de bien vouloir faire silence, puisque nous commençons la séance et nous voulons dire aussi un spécial bonsoir à nos amis, notre population, nos concitoyens qui nous suivent sur le réseau social et en l'occurrence qui sont sur le live du Facebook de la ville de Petit-Bourg. Merci de nous suivre. Nous avons ce soir une séance de travail qui est assez dense, bien constituée de sujets importants. Merci à tout un chacun, nos partenaires aussi, prestataires qui sont ici, notamment Urbis, qui est un urbaniste aménageur et qui nous accompagne depuis de nombreuses années sur nos projets d'aménagement et de développement. Et bien sûr, les collaborateurs qui sont ici, les directeurs qui sont ici. La directrice générale des services ne pourra pas être avec nous ce soir, donc elle va présenter ses excuses, mais nous suivra à distance, mais pas en présentiel. Afin de poursuivre la séance et faire de sorte qu'elle se déroule dans des conditions régulières, nous allons faire l'appel avec l'enseignant qui est juste à côté de moi, M. Philippe Jacques. Nous ferons notre appel. Monsieur Abdoul Mamoudine Bernard. Ensemble. Monsieur Abdoul. Représenté. Excusez. Représenté. Augustin. Présente. Boulon. Présent. Bourguignon. Présent. Chico. Présent. Claire Eva. Kofi Richard. Présent. Coudé Maïdenis. Absent. Dandon Mboutou. Derrière Géti. De Zach présent. Élise Marlene présent. Kenneth Kiera absent. Gépois Loa absent. Jacques Époux Gérard, je l'ai vu présent. Ansel Christian, Kitabini Nicolet est présent. Lambume Jean, Lolia Jacqueline, Lolia Sully, Los Margui, Luce Fabrice, Jacqueline Lolia, Luce Nestor, présent. Macho Loïc, j'ai vu présent. Nebo David, Nebo Richard, absent. William Gilbert, Salimur Magali, Cyril Rosemont, Tinker Sonia, absent. Fidel Thierry, Procuration. Adelbert. Union Jocelyne, Unova Jeanne. Présent. Donc je crois que nous avons le concept de 18. À 18 euros. 18. 18, nous serons mettez donc Merci, chers collègues. Cependant, nous n'avons pas désigné le secrétaire de séance. Est-ce que le gouvernement souhaite rester le secrétaire de séance ou quelqu'un se propose? Eddie Chico sera donc secrétaire de séance. Chers amis, nous avons donc un ordre du jour composé de 11 éléments. Cependant, le procès verbal, pour des raisons techniques, n'a pas pu être finalisé. Donc, je vous propose de reporter ce point numéro 1 relatif à la validation du procès verbal des 1er et 12 avril 2022. Je vous proposerai, par contre, que nous puissions inverser le paiement de l'ordre du jour, que le point relatif au péril, voilà, le point 9, soit traité en premier pour nous permettre de libérer notre partenaire, prestataire, bureau d'études, Urbis, M. Chauvel ici présent. Donc si vous en êtes d'accord,
Y a-t-il un avis contraire? Pas d'observation. Merci pour cet accord. Donc nous commencerons par le point 9 relatif à l'approbation de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme. Donc, chers collègues, rappelez-vous, nous l'avions dit, dès lors que le plan local d'urbanisme de la ville de Petit-Bourg avait fait l'objet d'observations et ensuite d'une décision qui demandait à corriger, revoir, supprimer la zone relative au développement golfique, nous devions prendre des dispositions pour pouvoir modifier le document et le rendre conforme à la décision du tribunal administratif. Nous avons profité pour pouvoir apporter quelques corrections assez succinctes dans des zones, diverses zones du plan local d'urbanisme. Donc il s'agit d'une modification et pas d'une révision du PLU. Ce sont des notions tout à fait différentes. Et donc, je laisserai la parole à Mme Bonneau et à M. Chaumel pour nous indiquer quels sont les éléments qui ont été pris en compte dans cette procédure de modification du PLU. Et ensuite, moi, je reviendrai pour faire le bilan de la concertation, puisqu'il y a une enquête publique qui a duré, me semble-t-il, 1 mois ou 2 mois. L'enquête publique a duré 1 mois et demi pour permettre aux associations, aux particuliers, enfin à tout un chacun, de formuler des observations. Monsieur Chauvel et Mme Baudot ont la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, nous avons travaillé sur ce projet de modification simplifiée numéro 1 du PLU, qui intègre en premier lieu la prise en compte du jugement du tribunal intervenu concernant les zones du Golfe. Donc ça va vous être présenté et on va vous expliquer quelles sont les modifications qui ont été apportées au PLU pour prendre en compte ce jugement. Et en deuxième temps, nous vous présenterons les points qui ont été intégrés dans le projet de modification simplifiée. Donc je vais laisser la parole à Franck Chauvel de Urbis, à qui cette mission a été confiée. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur le maire. Effectivement, si le PLU de la commune de Petit-Bourg n'avait pas été approuvé, si le PLU de la commune de Petit-Bourg approuvé le 28 février 2019 n'avait pas fait l'objet de modification, la décision du jugement du 9 mars 2020 du tribunal administratif de Basse-Terre a remis en cause, en tout cas partiellement, le classement, donc le zonage d'un secteur de caféière où était pressentie la réalisation d'un golf. En tout cas, le zonage permettait donc la réalisation d'un golf. Pour faire suite à cette annulation partielle, la collectivité a donc choisi d'adopter une délibération procédant donc au nouveau classement, donc au reclassement, si vous voulez, de la zone sur le zonage précédent. Et derrière ça, plusieurs petites modifications ont été apportées, donc en plus de celles imposées par le jugement. Elle concernait la modification, enfin la suppression d'un emplacement réservé à Mao, la modification légère du zonage sur le secteur de Vallombreuse, donc en compatibilité avec des options qui avaient été prises au niveau du SAR. Et derrière, il y avait aussi des petites évolutions, notamment en termes de schéma directeur d'assainissement qui n'avaient pas été intégrés, et manquait un inventaire des constructions bâties en zone agricole qui avait été produit, qui n'avait pas été intégré au document approuvé en 2019. Voilà, donc je vais passer peut-être rapidement sur ce premier point. C'est toute
la logique qui a valu l'annulation partielle, je viens de vous en parler, du secteur de Caféières, où on avait donc ouvert à l'urbanisation 2 zones à urbaniser dédiées spécifiquement à l'équipement golf. Donc il s'agissait de la zone 1 AUG ouverte pour 33 hectares et pour la zone 2 AUG qui couvrait, elle, 72 hectares. Alors la différence entre le 1 AUG et 2 AUG, le 1 AUG, c'est qu'on était sur une capacité de développer tout de suite le projet avec évidemment la mise en place d'équipements et autres, alors que la zone 2 AUG était une référence foncière, si vous voulez, en attendant que le projet se développe et puisse réclamer chaque extension qui était d'ores et déjà prévue dans le pays. Le jugement du tribunal a complètement remis en cause cette option-là, donc c'est pour ça qu'on parle de remise en cause partielle, et vous voyez à l'écran que ont été reversés sur les 106 hectares donc ouverts à l'urbanisation, 22 hectares à peu près en zone agricole et 84 ou à peu près en zone naturelle. Donc on est revenu, je dirais, sur le classement qui était celui du POS et donc en reversant l'intégralité des zones dédiées au golf en zone agricole et en zone naturelle. Donc ça c'était le premier élément de la modification. Avec, vous le voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, c'est un moyen de... On peut avoir plus de netteté, non, sur le... Bon, c'est pas très grave, de toute façon je pense que vous avez eu le document, mais on a effectivement toute la zone qui se trouve ici. Alors on voit pas là. Moi je vais aller à l'écran. Merci Jenny. Donc voilà, donc il y a ces zones ici. Ah, yes. Voilà, c'est ça. Qui avaient été dessinés sur la base d'un premier projet qui avait été formulé et qui ont été reversés. Vous voyez qu'il y a beaucoup de découpage que vous avez sur l'image de gauche qui disparaît sur l'image de droite. Autre élément aussi, alors pour des raisons un peu mystérieuses qu'on ne sait pas expliquer, quand je dis mystérieux, ça trait, je pense, à la technique. Il y avait un espace boisé classé sur Caféières qui n'apparaissait pas dans le PLU approuvé. Alors c'est pas grand chose, il était conservé de fait, mais il n'apparaissait pas dans le PLU, donc on a profité de cette petite modification pour intégrer aussi pour rétablir cette information graphique qui avait disparu sur le zonage. Autre élément d'évolution, la suppression d'un emplacement réservé dédié à... Pardon ? Oui. Oui, c'est qu'on est pardon. Madame Bonneau précise bien qu'on était jusqu'à... Quand je parlais des zones 1UG et 2AUG, c'était le jugement du tribunal qui imposait la prise en compte du jugement dans le fait qu'il faille faire évoluer le PLU, alors que sur la remise, le rétablissement de l'espace boisé classé, on est déjà sur un autre élément. On est sur le jugement aussi. Et donc là, on est sur un deuxième élément qui est celui de 3 petits points qui ont été amenés par la municipalité. La volonté de renoncer à un équipement qui avait été défini, enfin un projet d'équipement qui avait nécessité la mise en place d'un emplacement réservé, donc l'emplacement réservé numéro 14. Et donc c'était un équipement dédié à la commune, et la commune qui avait le bénéfice de cet emplacement réservé le supprime puisque l'équipement n'est plus d'actualité. Autre modification, le secteur de Vallombreuse,
l'épanouissement du parc qui était pris en compte déjà dans le SAR. Et donc ça n'avait pas été considéré dans le PLU approuvé, donc c'était corrigé. Et on a intégré donc cette extension-là, avec notamment la prise en compte d'un secteur NT qui permet l'accueil d'équipements liés à la valorisation du site et à la promotion de l'espace à travers des valeurs récréatives ou sportives, comme celle du centre équestre. Donc, la modification concerne donc, plusieurs parcelles, donc les parcelles AY 1379, AY 856, AY 1278, 1274 et 571 pour une surface globale de 15 hectares. Soyons clairs, la modification elle est relativement subtile. On reste en zone naturelle, simplement dans ces zones naturelles-là, on a un indice qui permet d'accueillir des équipements touristiques, donc tel qu'on l'a défini. Donc on a en gros 15 hectares qui sont passés de zone N stricte en zone NT, donc destinée au développement touristique sur le secteur de Valence. Voilà, avec un zonage, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a... Là, il y a deux zones qui ont été rajoutées en zone N, donc Virginie va monter sur l'image de gauche, donc la grande zone N, et sur l'image de droite, donc la création de deux petits secteurs, enfin, un premier secteur ici, et un plus à... Voilà, et un second ici, qui a été développé donc, pour permettre à l'activité sur le domaine de Vallombreuse de se développer comme cela avait été entendu et validé au niveau du SAR. Vraiment quelque chose de détail. Le schéma directeur d'assainissement a été intégré dans sa version de décembre 2018. Donc, comme le document a mûri et a été validé, on a intégré au PLU, hein, ce qui ne pouvait pas être à l'époque. Et on a remis aussi l'inventaire des constructions bâties en zone agricole, un élément composant le PLU. Alors simplement pour un élément de compréhension, l'inventaire des constructions bâties en zone agricole, c'est pour qu'au moment où on fait le PLU, on nous demande d'identifier toutes les constructions en zone agricole. Je ne dis pas que ça fige la situation, mais en tout cas c'est un élément qui nous est imposé par la réglementation et donc qui restitue secteur par secteur un inventaire du bâti, à la fois en plan mais aussi en photo. Voilà, je vais peut-être, je ne sais pas s'il y a des premières questions, il y a plus dans la concertation peut-être à poser. Ça y est, si la présentation est terminée, y a-t-il immédiatement des questions? Au stade où nous en sommes, est-ce qu'il y a des questions à adresser au bureau d'études? Nestor. Oui, bonsoir à tous. En fait, si j'ai été attentif, en fait, il y a deux modifications qui font suite au jugement du 9 mars. Et trois modifications à l'initiative de la municipalité. Alors, je voudrais avoir une précision sur la première modification à l'initiative de la municipalité, c'est-à-dire le renoncement numéro 14. C'est quoi? C'est quel équipement qui était prévu? Le renoncement? L'emplacement réservé numéro 14. Ah, l'emplacement réservé numéro 14. Nous avions... il y a quelques années de cela, créé cet emplacement réservé parce qu'il y avait une volonté d'offrir au secteur une prestation, un service supplémentaire dans le domaine de la petite enfance. Et donc, mon prédécesseur avait souhaité que nous puissions mobiliser du foncier dans la zone. L'évolution de ce projet nous conduit aujourd'hui à orienter
le développement de ce type d'équipement plus dans le secteur de prise d'eau, et d'axer nos efforts financiers, particulièrement sur le réaménagement de l'ancien cinéma. Donc c'est pour ça que nous procédons au retrait de l'emplacement réservé qui était sur la route de Mao. Deuxième question, est-ce que ces modifications sont susceptibles de recours, notamment est-ce que la quête d'utilité publique, qu'est-ce que ça a donné? Alors tout à l'heure, je ferai une lecture du bilan de la concertation suite à l'enquête publique qui a duré 1 mois et demi. Elle avait commencé dans une période de Covid et donc nous avions procédé à une prolongation de cette enquête publique. Y a-t-il une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous donner une lecture de la synthèse des observations des personnes publiques associées, ensuite des observations du public et les réponses de la collectivité. Synthèse des observations des personnes publiques associées et du public, avis des PPA, les PPA ce sont les personnes publiques associées, ont répondu à cette consultation les services de la préfecture et la direction de l'environnement et de l'aménagement du logement. À la date du 16 août 2021, les services de la préfecture et la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte d'une modification du zonage du parc de Val-en-Breuse et du centre équestre. Dans un souci de préservation du site, les services de l'État demandent d'exclure du champ d'application de la modification projetée les espaces plus sensibles du domaine. À cette fin, ils demandent à la ville de procéder à une réduction de surface NT à 14 hectares au lieu de 20 hectares. Une proposition graphique de modification de la zone de Val-en-Breuse est soumise à la collectivité. Les deux autres points de cette modification simplifiée qui relèvent d'une mise à jour des annexes du PLU ont été validés par les services de l'État. Observation du public. Lors de la mise à disposition du dossier PLU, 3 observations ont été consignées sur le registre. Par ailleurs, nous avons reçu différents mails et courriers, 6 courriers et 12 mails. Bilan de la concertation au regard des avis et des observations recueillies. Les problématiques soulevées dans le cadre de la concertation sur le dossier de modification simplifiée concernent principalement les points suivants. La période de mise à disposition du projet au public. Il est à noter qu'un certain nombre d'administrés contestent et pensent que la collectivité devait tenir compte de la période estivale, d'autant plus que l'enquête se déroule en pleine crise sanitaire. Le devenir du golfe et son maintien dans le PADD, l'évolution du zonage de Val-en-Breuse, de N en NT. Ce sont donc les différentes observations qui nous étaient faites. Réponse donc de la collectivité aux différents courriers et mails. Premièrement, s'agissant de la période de mise à disposition du projet au public qui a été décriée par les administrés, la collectivité a prolongé la concertation. Ainsi, la période de concertation qui était prévue du 9 août au 10 septembre inclus a été prorogée jusqu'au 1er octobre 2021. En effet, le Code de l'environnement, l'article L 123.9 dispose que l'enquête publique se déroule sur une durée de 30 jours et peut être prorogée pour une durée de 15 jours. Donc nous avons prolongé pour la durée maximale qui était autorisée par le Code de l'urbanisme. Concernant le projet de golf, le jugement du 9 mars 2020 du tribunal administratif a prononcé l'annulation partielle du PLU. Dans ce contexte, il s'agit pour la ville d'effectuer une mise en conformité du document, procédant au nouveau classement de la partie du territoire communal concernée par l'annulation partielle du PLU. Ainsi, les 105 hectares classés en 1 AUG et 2 AUG, respectivement 33 hectares en EAUG et 72 hectares en 2 AUG, ont été réservés pour 21 hectares en zone agricole, ont été reversés pour 21 hectares en zone agricole et 80 hectares en zone naturelle.
Pour autant, l'ambition portée par la ville, intégrée dans le schéma de l'aménagement régional, demeure de concevoir un projet participant au développement touristique de l'île, proposant un projet basé sur des principes de développement durable et raisonné, capable de concilier tout à la fois la préservation des espaces naturels de qualité, des zones d'exploitation agricole, mais également des espaces ouverts au public. C'est pourquoi l'orientation de développement du projet écotouristique sur le secteur de caféière est maintenue dans le PADD. Par ailleurs, il n'est pas d'actualité de faire évoluer le PADD. Cela nécessiterait une révision du PLU. Concernant l'évolution du zonage de N en NT sur le secteur de la Valreuse, le souhait de la ville est de permettre une évolution du site vers de nouvelles ambitions liées à l'aménagement du parc paysager et de centres équestres. Toutefois, dans l'objectif, d'une part, de prendre en compte l'avis des services de la préfecture et la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ainsi que le courrier du collectif Compte Golf, et d'autre part, de limiter les impacts sur l'environnement et de circonscrire à un périmètre limité les équipements, la collectivité communale propose de réduire la zone versée en NT de 20 hectares à 14,5 hectares, excluant les espaces les plus sensibles. Pour conclure, la ville n'a pas noté d'observation portant sur l'un des 3 points de la modification simplifiée. Les administrés se sont principalement intéressés à la période de la concertation et au devenir du golf. Voilà, chers amis, le contenu de la synthèse, plus ou moins, de l'enquête publique, à la fois des observations des personnes publiques associées, des observations du grand public et des réponses que nous avons portées. Pour répondre donc à la question de Nestor Plus. Y a-t-il des observations, d'autres questions sur la conduite de cette modification du PLU après la présentation qui vous a été faite? S'il n'y a pas d'observation, nous passerons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues, pour ce vote unanime. Merci, Monsieur Chauvel, pour votre participation et le travail effectué. Nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon retour à la maison. Ah, j'ai dit à la maison. Merci, Monsieur le maire. Bien, alors chers amis, nous passerons maintenant, nous reviendrons le cours normal de notre séance de travail. Nous en arrivons maintenant au vote du compte de gestion. Et ce compte de gestion sera présenté en même temps que le compte administratif 2021. Donc nous laisserons la parole à l'élu délégué Madame Jocelyne Unimont et Jocelyne Bourguignon, l'élu délégué aux finances, qui nous fera cette présentation avec l'accompagnement de la directrice par intérim des services des finances, Madame Nadia Cheikoutou. Donc la présentation, une présentation unique pour le compte de gestion et le compte administratif, mais par la suite nous ferons gestion et l'autre pour le compte administratif qui sera fait particulièrement par le premier adjoint en l'absence du maire. Voilà, le micro circule, donc il est ouvert, je suis très bien. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors conformément à l'article 21, 21 31 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. Le compte administratif constitue le dernier acte du cycle budgétaire après le débat sur les orientations budgétaires et le vote du budget primitif. Il fait état du bilan de l'exercice budgétaire 2021. À ce titre, il apporte les informations sur la gestion et les réalisations de cet exercice. Il rapproche les prévisions inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses,
c'est-à-dire les mandats, et en recette, les titres, effectués donc par la collectivité dans chacune des sections fonctionnement et investissement. Tandis que le compte de gestion, tenu par le comptable public, est un document de synthèse qui retrace tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice 2021. Alors, les principaux indicateurs financiers de la vie témoignent du contexte budgétaire marqué par les crises sanitaires et sociales, avec une baisse des recettes, des dépenses engagées non réalisées, mais également l'impact dans le fonctionnement des services municipaux. Globalement, l'analyse du compte administratif 2021 conforte la municipalité dans ses choix de gestion. La ville peut poursuivre ses efforts pour conserver la maîtrise des dépenses courantes afin de conforter sa santé financière. La situation financière permet le remboursement de la dette par l'épargne. Les équilibres budgétaires sont assurés, lui permettant de poursuivre ses objectifs, à savoir renforcer les politiques publiques prioritaires telles l'éducation, la santé, la sécurité et le cadre de vie. Cependant, les marges de manœuvre pour répondre aux besoins d'investissement restent limitées et sensibles aux moindres changements conjoncturels. Les incertitudes qui pèsent sur le financement des collectivités, telles que la perte d'autonomie, la fiscalité, future contribution au redressement des finances publiques, obligent à la prudence. Les recettes de fonctionnement sont quasi stables par rapport à 2020, tandis que les dépenses de fonctionnement ont progressé avec une augmentation de plus de 4%. Cette augmentation s'explique par le progressif retour à la normale du fonctionnement des services municipaux en 2021 et d'autres mesures exogènes qui pèsent sur les dépenses de personnel, c'est-à-dire la revalorisation des carrières, le PPCR, parcours professionnel, carrière et rémunération, la GVT, glissement, vieillesse, technicité, et les élections. La liquidation, et il y a également, au niveau des dépenses de fonctionnement, la liquidation des restes engagés sur 2020. Les dépenses de fonctionnement sont donc bien maîtrisées et continuent d'être pilotées en fonction de la progression des recettes, dans un objectif constant d'amélioration et de développement du service public. Ainsi, le résultat global de clôture du compte administratif 2021 est excédentaire, s'élève à 4 511 830 €. Et là, je vais laisser le soin à Mme Cheikh Boudou pour vous présenter le détail des comptes et bien sûr le détail du résultat. Je vous remercie. Bonsoir à tous, merci Madame Bourguignon. Je vais vous présenter par ce tableau la détermination de l'épargne qui est nécessaire pour mesurer la capacité de la ville à entreprendre ce projet. Donc, en termes de recettes de gestion, il s'agit en fait de toutes les recettes courantes que la ville a encaissées durant les années 2020-2021, parce que nous allons faire un ratio de l'évolution de ces dépenses sur ces 2 années. Et les dépenses de gestion, il s'agit aussi de tous les mandats émis, donc tout ce que nous avons dépensé dans le fonctionnement de la ville pour ces 2 années. Donc l'épargne de gestion, en fait, c'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Pourquoi le fonctionnement? Parce qu'en fait, c'est une section qui regroupe toutes les dépenses et les recettes récurrentes et qui, comme le nom l'indique, nécessaires au bon fonctionnement courant de la collectivité, à savoir les charges de personnel, l'achat de petits matériels, les paiements de factures d'électricité, d'eau, comme pour le ménage en fait. Ce sont les mêmes dépenses que nous retrouvons. Donc en 2020, nous avons eu comme recette de gestion 34 068
contre 34 062 en 2021, soit une baisse de moins de 2%. Les dépenses de gestion, par contre, ont augmenté de 3,8%, ce qui fait que notre épargne de gestion, donc cette différence entre les recettes et les dépenses était en 2020 de 3 142 000 contre 1 877 000, soit une baisse de moins 40%. À l'épargne de gestion, il convient de rajouter les intérêts de la dette, puisque nous avons des emprunts au sein de la ville qui représentent une charge de fonctionnement pour nous. Donc, les intérêts de la dette en 2020 étaient de 267 000 euros contre 147 000 en 2021, soit une baisse de moins 44 000. L'épargne brute, qui est donc la différence entre l'épargne de gestion et moins les intérêts de la dette, nous donne le montant de l'épargne brute qui était de 2 875 000 en 2020 contre 1 730 000. Donc là aussi, nous observons une baisse de moins 39,8%. L'épargne brute, en fait, c'est un ratio qui mesure la capacité de la ville à pouvoir investir dans ses futurs investissements. L'épargne brute moins la dette en capital nous donne l'épargne nette qui est en 2021 de 394 000, donc une différence de moins 80 000. Il faut savoir que malgré ces ratios en baisse, la ville est quand même arrivée à maintenir son équilibre et à rembourser l'intérêt de sa dette, ce qui est vraiment plus que valorisant pour elle. Le tableau affiché vous montre l'évolution de la dette, de leur taux de dette par habitant, qui est de 556 000 euros par habitant en 2021 contre 556 euros par habitant en 2021 contre 847 000 en 2020. Et la moyenne de la strate pour cette même année était de 986 000. Il faut savoir aussi que la ville a à son actif 600 points pour un capital restant dû au 31 décembre de 13 077 000. Là, je vais vous présenter le compte de gestion qui retrace en fait toutes les écritures de la section de fonctionnement et de la section d'investissement en dépenses et en recettes, et également la section, les deux sections, investissement et fonctionnement. La section d'investissement apporte de la valeur, c'est tous les comptes qui en fait apportent de la valeur et enrichissent le patrimoine de la ville, à savoir les travaux, les constructions. Comme pour nous, chez nous, si nous décidons de rénover le toit de notre maison, ou tout nous augmentons la valeur capitale de ce bien. Donc, en recette réelle de fonctionnement, nous avons pour les impôts et taxes 27 069 000. Les dotations et les subventions qui regroupent notamment la DGF et la dotation d'aménagement entre autres, est de 6,5 millions. Les autres produits de fonctionnement, en fait, ce sont tous les produits du domaine que nous percevons qui sont relativement minimes cette année, compte tenu des crises évoquées précédemment, les concessions cimetières, les loyers que nous percevons. Nous avons une maison que nous louons en fait à la DSA. Les revenus de cette location figurent également à ce compte, et également tout ce qui est marchand ambulant pour un montant de 0,88 millions d'euros. Le total donc des recettes de fonctionnement fait 34 62 000. Les recettes réelles d'investissement, les dotations et fonds divers qui regroupent le FCTVA, c'est-à-dire le fonds de la compensation de TVA, ce sont des recettes que nous récupérons sur les factures d'investissement assujetties à la TVA en L-2. Également, la taxe d'aménagement liée au permis de construire délivré par la ville, qui font 2,20 millions en 2021. Les subventions, en fait, ce sont nos partenaires financiers qui contribuent à nous apporter leur soutien financier, donc,
pour la réalisation de nos projets structurants. Cette année 2021, nous n'avons pas perçu énormément de subventions compte tenu effectivement que nous n'avons pas réalisé non plus les travaux comme nous l'avions prévu. Donc ces subventions ont été perçues à hauteur de 1,40 million. Le total donc de ces recettes réelles d'investissement est de 3,62 millions et en total réel, recettes fonctionnement plus investissement, nous sommes à 38,24 millions. En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, donc comme je vous l'ai dit, il s'agit des dépenses de personnel pour 23,32 millions. Les charges à caractère général regroupent tout ce qui est paiement des factures récurrentes telles la téléphonie, les assurances, les locations mobilières, immobilières, l'achat de petits matériels, l'eau, l'électricité pour un montant de 5,62 millions. Les autres dépenses de gestion, c'est tout ce qui est participation, les subventions d'associations, l'indemnité des élus, le paiement des contingents tels le SDIS et également les subventions versées au budget annexe que sont la Caisse des écoles et le CECAS. Donc pour un montant de 3,80 millions. L'intérêt de la dette, parce qu'effectivement, nous avons, comme je l'ai dit précédemment, les intérêts à payer sous les emprunts de 0,15 millions d'euros. Le total des dépenses est de 32,89 millions pour la section de fonctionnement. En ce qui concerne la section d'investissement, nous avons le capital de la dette pour 1,34 million et les dépenses d'investissement de 4,72 millions qui regroupent toutes les dépenses courantes, les entretiens des routes, les achats de mobilier, les achats de matériel informatique, les grosses réparations, pour un total de dépenses de 6,6 millions. Les dépenses d'investissement et de fonctionnement sont de montant de 38,95 millions. Ces deux sommes, quand on fait les recettes réelles 38,24 millions moins les dépenses totales, nous nous retrouvons à un résultat d'exercice déficitaire de 712 000 euros. En intégrant les résultats 2021 à ce montant, nous nous retrouvons donc en dépenses de fonctionnement totales 34 634 979, en recettes de fonctionnement 34 625 511, soit un résultat d'exécution, c'est-à-dire la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de moins 9 468,10 €. À cela, il faut rajouter les résultats reportés de l'exercice N-1, c'est-à-dire 2020, qui était excédentaire de 4 544 864 €. Ce qui fait que notre résultat de fonctionnement pour l'exercice 2021 est positif de 4 535 396,05 €. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, nous avons réalisé donc 6 069 125,10 € contre 5 366 557,41 € pour les recettes, ce qui nous fait un résultat, là encore, recettes d'investissement moins dépenses d'investissement, déficitaire de 702 567,69 €. Avec la reprise des résultats de 2020, qui était déficitaire de moins 5 946 971 091 €, nous avons un résultat d'investissement déficitaire de moins 6 649 539,60 €. Donc le résultat global de clôture 2021 tel qu'il apparaît au compte de gestion est déficitaire de moins 2 114 143,57 €. Il faut savoir que ce résultat, c'est le résultat du compte de gestion et il ne tient pas compte des restes à réaliser en dépenses et en recettes que nous seuls connaissons au niveau de la ville. Naturellement, nous avons l'obligation de les détailler et de les justifier auprès du comptable public. Donc, comme il s'agit de la présentation du compte de gestion, je ne l'ai pas fait apparaître là, mais en rajoutant ces opérations, ces restes à réaliser
dépenses et recettes, nous nous retrouvons à un excédent, comme évoqué précédemment, de 4 711 millions d'euros. La section de fonctionnement, donc là je vais vous montrer les détails donc, des comptes de la section de fonctionnement. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous dire. Donc, le 011, c'est un chapitre de la section de fonctionnement qui regroupe toujours la même chose, les dépenses courantes, comme dans nos ménages, nos charges quotidiennes d'eau, d'électricité, de téléphonie, de petits matériels, d'élocation mobilière. Donc, en 2020, je crois que je vais baisser parce que je ne vois pas son tableau. En 2020, ces dépenses étaient de 5,88 millions d'euros contre 5,62 en 2021, donc soit une baisse de moins 4,41. Par contre, les charges personnelles ont augmenté de plus de 5,25%. Les atténuations de produits qui en fait regroupent tout ce qui est trop versé sur les impôts sont de 0,28 millions d'euros. Les charges de gestion courante, comme je l'ai dit précédemment, qui regroupent les indemnités des élus, les subventions d'associations et au budget annexe, a diminué également de moins 1,32%. Les frais financiers également ont connu une baisse par rapport à 2020 de 0,15, soit moins 44,91%. Et les charges exceptionnelles, en fait, c'est tout ce qui est intérêt moratoire, annulation de titres, qui ont baissé, augmenté, parce que nous avons procédé à des régularisations de titres émis des années précédentes et pour lesquels il est impossible pour le comptable de les recouvrer, donc il fallait mettre un mandat pour annuler les titres des années antérieures. Donc nous nous retrouvons dans le détail, ce sont les mêmes montants que vous avez dans le tableau qui détaille pour faire le montant réalisé pour l'année 2021 pour cette section est de 88,75%. En ce qui concerne les recettes, les atténuations de charges, en fait, c'est les remboursements des charges sur les rémunérations du personnel, notamment quand il y a un arrêt de maladie. Ça n'a pas d'incidence forcément significative sur le budget. On baissé de moins 46,86%. Les produits, les services, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qui concerne tout ce qui est droit d'occupation du domaine public, donc les marchands ambulants, les produits, les concessions cimetières et autres. Là aussi, une baisse de moins 98,09%. Et enfin, les impôts et taxes de 27,69 millions, une baisse, une augmentation plutôt de 0,71% qui regroupe les taxes d'habitat de foncier, bâti et non bâti, l'octroi de mer et le carburant et l'attribution de compensation. En ce qui concerne les dotations et subventions, on en a parlé précédemment. Là aussi, une diminution de 7,64%. Les autres produits de gestion courante également ont subi une baisse de 17,33% et les produits exceptionnels également. La section d'investissement, le remboursement du capital de la dette a augmenté parce que nous avons eu à payer la première annuité de l'emprunt de 9 millions d'euros. Ça explique l'augmentation par rapport à 2020. Les immobilisations incorporelles regroupent tout ce qui concerne les frais d'études sur les projets d'investissement
et les acquisitions de logiciels. Là, il y a également une baisse de moins 50%. Et les immobilisations corporelles, c'est tout ce qui entretient les routes, les acquisitions de matériel de bureau, matériel informatique, entretien des bâtiments, baisse également de moins 52,04%. Le 23 également baisse parce qu'il s'agit de tous les projets structurants qui sont regroupés à ce compte et pour lesquels, pour les raisons évoquées précédemment, nous n'avons pas pu réaliser les projets comme nous l'avions prévu. Donc là aussi une baisse de moins 42,58%, ce qui fait en total réel d'investissement une baisse de moins 39,28%. L'évolution des recettes, le compte 10 fonds propres d'origine externe, c'est tout ce qui concerne le CTVA, la récupération de la TVA sur les factures d'investissement assujetties donc à la TVA en L-2, qui a connu une augmentation, une évolution de plus de 98%. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence en 2021, il s'agissait des recettes de 2019 et là nous pouvions réaliser les projets, donc payer les factures et pouvoir récupérer la TVA qui a été cette année assez conséquent. Les emprunts, donc effectivement nous avons eu en 2020 un versement parce que nous avons deux refinancements au niveau de l'AND que nous avons perçu en 2020, ce qui n'est pas le cas en 2021, mais qui sera le cas en 2022. Les subventions d'équipement, je vous en avais parlé, nous n'en avons pas non plus perçu, nous avons une baisse de moins 15%, qui est en adéquation avec les dépenses qui étaient également en baisse, parce que nous n'avons pas pu réaliser les projets. Donc, le CA, le compte administratif, 2020 se résume avec l'intégration et les reports et les restes à réaliser. Donc, tout d'abord, les résultats antérieurs reportés que je vous ai présentés également au compte de gestion. Donc, pour l'exercice 2020, nous avions donc ce déficit de moins 5 946 971,91 euros contre un excédent de fonctionnement de 4 544 864,15 euros. Ajoutez à cela les restes à réaliser de l'exercice 2021. Donc, il reste à réaliser en ce qui concerne la section d'investissement. Ce sont tous les projets pour lesquels nous avons à réaliser, à exécuter les travaux qui n'ont pas pu être faits en 2020, en 2021. Donc, nous les reportons sur l'exercice. Il reste en reste. Donc, en dépenses, nous en avons pour l'investissement 7 845 411,98 euros. Et pour le fonctionnement, 836 169,44 euros. En ce qui concerne les recettes, nous avons également 15 307 555,01 recettes à percevoir sur les projets structurants. Ces recettes sont conditionnées par la réalisation et le paiement des travaux, des factures. Donc, ça reste dans une logique, dans une cohérence, parce que nous n'avons pas réalisé les travaux, donc nous ne pouvions pas récupérer ces recettes que nous avons, telles qu'il apparaît à l'écran. Donc, en dépenses, vous avez l'ensemble 40 704 104,81 euros pour les dépenses fonctionnement, investissement inclus. Les recettes fonctionnement, investissement de 39 992 069,02. Quand la différence entre les recettes et les dépenses nous donne un résultat de l'exercice de déficitaire de 712 035,79 euros. À cela, nous rajoutons les restes à réaliser de l'exercice 2021. Donc, en dépenses, 8 681 781,42 contre en recettes 15 307 555,01. La différence nous fait reste à réaliser de 6 625 973,59 euros. Nous devons tenir compte de la reprise des soldes 2020 qui était déficitaire en
en 2020, donc, de moins 5 946 971,91. Excédentaire 4 544 864,15 € en recettes, ce qui nous fait un solde de moins 1 402 107,76 €. Quand nous additionnons le résultat de l'exercice, c'est-à-dire les moins 712 000, plus les restes à réaliser, 6 625 000, plus les moins 1 402 000, nous nous retrouvons donc avec un résultat de clôture du compte administratif excédentaire de 4 511 830,04 €. Donc, donc je passe la parole au premier adjoint pour le vote du compte de gestion. Pour le vote premier adjoint très habitué à l'exercice, je vais lui laisser le soin de nous. Donc, comme on a... Donc, les dépenses de fonctionnement, nous sommes, les dépenses de fonctionnement, nous sommes à 34 54 279 €61 centimes. Et pour les recettes, 34 125 1511,61 €. Donc un résultat de moins 9 468, déficit de 9 468,10 €. Maintenant, avec les reprises de résultats de 2020, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 2020, nous étions excédentaires de 4 544 804,15 €, ce qui fait pour le résultat de fonctionnement, nous sommes excédentaires en fonctionnement de 4 535 396,07 €. Maintenant, cette partie, on va voter. Maintenant, qui vote contre? Ah, il faut que voir ça la discussion. Mais est-ce qu'il y a des questions, quelque chose, demande de précision? S'il n'y a pas tout ça, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci collègues, je vote unanime. Nous allons maintenant passer à la partie investissement. C'est comme pour la première fois, il y a les dépenses, il y a les recettes. Donc, en dépenses, nous avons dépensé 6 69 125,10 € et nous avons eu en recette 5 366 537 € centimes. Ce qui fait, lorsqu'on fait la différence des deux, le résultat d'exécution de 702 000 déficitaires de 702 567,69 €. Maintenant, si on tient compte de résultat de 2020, qui était déficitaire de moins 5 946 971,91 €, nous nous trouvons avec un résultat au niveau de l'investissement déficitaire de 6 649 739,60 €. Donc, lorsque je prends, on va voter là. Donc, avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, mes chers amis, nous allons voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci collègues, nous sommes vote unanime. Donc, lorsqu'on fait la balance des deux, vous voyez, nous sommes déficitaires de plus de 6
excédentaire de 4 millions, c'est normal que nous soyons tous les deux déficitaires de moins 2 114 143 euros et 55 centimes. On reste à rien, c'est dans le second ordre. Ok? Donc, on va voter le résultat aussi. Qui vote contre, qui s'abstient. Merci pour ce vote. La filière de contribution. Maintenant, on va passer au vote. Chers collègues, je vais donc, comme la loi l'exige, sortir de la salle pour le vote du compte administratif que vous allez poursuivre avec le premier agent. On va voter par l'original. Maintenant, et investissement lorsque nous avons dépensé ou reçu pour faire des choses, des bâtiments ou autre. Et à chaque fois, vous voyez, dans le fonctionnement, on va avoir dépenses et on va avoir recettes. Puis après, on va mélanger les deux pour voir le résultat. D'accord? Et je vais commencer par la section de fonctionnement, ce qui permet de faire tourner la commune. Maintenant, les recettes encaissées, c'est 34 625 711 euros et 61 centimes. Maintenant, les dépenses payées, nous l'avons totalement payé, c'est 34 634 979 et 61 centimes. Et nous voyons que nous avons un résultat déficitaire de 9 468 euros et 10 centimes. Et nous n'avons rien à percevoir. Maintenant, reste à réaliser, et reste à réaliser dans la partie fonctionnement est de moins 836 139 euros et 44 centimes. Maintenant, les reprises de résultats, vous vous souvenez tout à l'heure dans le compte de gestion, c'était 4 544 864 euros et 15 centimes pour un résultat de fonctionnement de 3 699 et 226 euros et 61 centimes. Donc, nous devons voter ça aussi. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, collègues. Maintenant, nous allons passer maintenant aux sections d'investissement, ce qui nous permet de faire des choses, de réaliser la commune de Petit-Bourg. Pour cela, nous avons encaissé, nous avons eu comme recette 5 366 757 euros et 41 centimes. Par contre, nous avons dépensé 6 69 125 euros et 10 centimes. Ce qui fait que nous sommes déficitaires à ce niveau-là de 702 567 euros et 69 euros. Maintenant, nous devons intégrer les restes à réaliser, c'est-à-dire les recettes que nous allons avoir et nous n'avons pas encore réalisé, ce qui fait 15 307 757 euros et 1 centime. Maintenant, les restes à réaliser, c'est ceux qui nous restent on doit réaliser, c'est moins 7 845 411 euros et 98 centimes. Maintenant, lorsque j'ajoute aussi les reprises de 2020, souvenez-vous, nous étions déficitaires de moins 5 956 971 euros et 80 centimes, ce qui fait que le résultat d'investissement, lorsque j'ajoute tout ça, je me retrouve avec un excédent de 812 603 euros et 43 centimes. Donc, nous avons voté tout ça. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, collègues. Donc, pour le résultat global, pour la clôture 2021, de 4 millions, c'est-à-dire nous sommes excédentaires et au niveau du CIA, de 4 511 830 euros et 4 centimes. Je crois que j'ai fini. Maintenant, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, collègues, pour ce vote unanime. On va
rapport de le maire. Ça, on a le vote intermédiaire. Très bien, merci chers collègues. Bien, nous allons pouvoir poursuivre avec le point numéro 5 pour l'approbation du financement de la construction d'un terrain sportif de 3A et à Poirier avec notre collègue Nestor Plus. Merci Monsieur le maire. Donc, le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter concerne l'approbation du plan de financement de la construction du territoire 3A et l'aménagement paysager des espaces extérieurs de la maison de quartier de Poirier, en lien avec l'appel à projet du FEADER pour le plan de la mesure 7.4.1. Donc, comme vous le savez, chers collègues, la ville de Petit-Thibault a défini les grandes orientations du développement territorial dans le cadre de son PLU. Donc, outre le renforcement du rôle fédérateur du centre-bourg à l'échelle du territoire communal, voire intercommunal, l'objectif est de favoriser un développement équilibré, structurant le territoire autour de polarités secondaires attractives et équilibrées. Donc l'actuelle maison de quartier de Poirier, située dans le quartier éponyme au-dessus du secteur de Collet, est aujourd'hui obsolète et ne répond plus aux besoins des usagers. Espace d'échange d'activités collectives et associatives, la maison de quartier de Poirier constitue un pôle de cette section. Donc afin d'offrir un espace rénové et accueillant aux habitants du quartier, et les quartiers environnants, un projet de réhabilitation de l'équipement est actuellement en cours, présentant un double intérêt. Alors le premier intérêt consiste à améliorer les conditions d'accueil des associations de quartier, et le deuxième intérêt, donc offrir aux habitants et aux associations de Poirier et des secteurs environnants un lieu de rencontre agréable et adapté aux activités qu'ils souhaitent développer. Donc, afin d'élargir l'offre culturelle vers une offre ludique, récréative et sportive, la ville souhaite équiper le site d'un terrain de mini-foot de type 3A. Donc, et pour accompagner cet équipement, un aménagement paysager et la réalisation d'un espace de stationnement d'environ une vingtaine de places viendront donc améliorer l'accueil du site. Donc, ce pôle d'équipement de proximité contribuera à l'animation du quartier, au renforcement du lien social, tout en favorisant la mixité sociale et répondra dans sa globalité aux attentes et besoins des habitants et associations du secteur. Donc la demande de subvention FEADER porte sur le financement du terrain 3A ainsi que l'aménagement paysager et l'espace de stationnement, la réhabilitation de la maison de quartier bénéficiant d'ores et déjà d'un financement FEI correspondant à 66% du montant des travaux de réalisation. Donc l'opération va se dérouler en deux tranches. La première tranche consiste en la réalisation du terrain de foot 3A. Le coût de l'opération prévisionnel est de 162 700 € hors taxe. Et la seconde tranche porte sur l'aménagement paysager et vernis des espaces extérieurs de la maison de quartier pour un coût d'opération estimé à 215 900 € hors taxe. Donc le coût prévisionnel global de l'opération est de 378 400 € hors taxe et l'ensemble des travaux est planifié pour une durée de 2 ans, de janvier à décembre 2023. Donc c'est dans ce contexte que la ville sollicite une aide publique du FEADER à hauteur de 80%, soit 302 720 € hors taxe. Donc nous sommes invités à
délibéré sur la réalisation de cet espace, de cet équipement, donc en fonction du plan de financement qui nous est présenté. Donc la participation de la ville représentant 20%, soit 112 383 €, toute taxe comprise, et la participation du FEADER, la subvention du FEADER, donc qui représente 80% du coût, donc en toute taxe comprise, 302 720 €, 720 € de taxe comprise, pour un total de 415 103 € de taxe comprise. Donc il nous est demandé, donc premièrement, d'approuver toute demande de subvention, notamment au titre du concours financier du FEADER, dans le cadre de la réponse à l'appel à projet relevant de la mesure 7.81, investissement dans les services de base pour la population rurale, ainsi que le financement ci-dessous. D'autoriser le maire à solliciter tous les cofinancements nécessaires et de signer tous les documents relatifs à l'exécution de la présente convention, et enfin d'autoriser le maire à inscrire au budget les crédits afférents à l'opération. Très bien, merci chers collègues. Alors vous auriez noté qu'il y a eu une petite inversion. Le collègue Nestor a présenté le 5e point et j'ai dit 4e. Donc c'était le 4. C'était bien l'objet, mais nous reviendrons tout à l'heure pour le 4e point qui sera présenté par Magali. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des observations? Monsieur Luce, je voudrais porter une précision parce que je crois que tu as peut-être lu 3 pas sans savoir ce que c'est, toi pour faire sport. Pourquoi on appelle ça dans le geste? Non, mais j'étais moins sportif, j'ai dû me m'entraîner au contraire. Ça que je faisais. Ça qu'on avait 33 pas, lorsqu'on était jeune, on mettait une roche là. On mettait une roche là, on faisait 3 pas. Les chaussures aussi. Ça permettait de jouer n'importe quoi. Et on avait un petit camp. Et ça nous permettait de jouer assez rapidement. On n'avait pas tellement de terrain. Et ça, quand nous allons faire maintenant à Poirier, c'est à côté de la maison de quartier, dans la partie qui est de l'herbe là, où les voitures sont garées, au lieu qu'il y ait des PHU là, c'est dans cette partie-là que nous allons implanter ce petit terrain de football. Pourquoi là? C'est parce qu'il y a une population assez dense dans toute cette zone-là, et comme l'a dit notre camarade, il ne faut pas que tout soit fait en même temps. On essaie de faire un peu partout. Vous allez voir à Tivoli, on va faire quelque chose, on va un petit bout, ce qui fait que notre territoire sera équipé progressivement, mais ce qui fait aussi que nous, je t'invite plus à venir à Paris dans combien de temps? Moins que ça. Le terrain va être terminé au 31 décembre 2022. Oui, sur le papier. Et ce qui fait qu'on pourrait faire en sorte de faire un peu de sport pour baisser notre monde. Bien, merci. Philippe a omis de préciser aussi le secteur de Panamax, qui aura un équipement. Nous reviendrons sur cette discussion-là avec ceux qui sont les premiers concernés par ce secteur de Panamax. Mais il est vrai que la demande elle est pressante dans ce secteur de Poirier, donc nous avons voulu véritablement honorer un engagement pris avec les jeunes du quartier, puis c'est un enjeu comment dirais-je, de conciliation de différents publics qui sont dans ce secteur-là. Donc nous en attendons beaucoup de la mise en place de tels équipements. Chers collègues, est-ce que vous avez d'autres questions ou observations? Il y a une question. D'accord, très bien. Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Nous pouvons donc arriver au point 4, qui est relatif à la création de la salle polyvalente de Tivoli et des demandes de cofinancement avec Magali Salibur, élue de président. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, je vais présenter l'approbation du plan de financement de la création de la salle polyvalente de Tivoli et des demandes de financement.
Donc ce projet de délibération a pour objet d'approuver le plan de financement de la création de la salle polyvalente de Tivoli en lien avec la réponse de l'appel à projet du FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural, relevant de la mesure 7.4.1, investissement dans les services de base pour la population rurale. Donc la ville de Petit-Bourg a défini les grandes orientations de développement territorial dans le cadre de son PLU. Et donc l'objectif est de favoriser un développement équilibré, structurant le territoire autour de polarités secondaires attractives et équipées. Donc la salle polyvalente de Tivoli correspond à un projet d'espace mutualisé ayant pour objectif de doter d'un équipement moderne et accueillant le secteur nord-ouest du territoire communal qui souffre d'un déficit d'équipement à vocation culturelle. Donc le quartier de Tivoli, situé à prise d'eau, bénéficie actuellement d'un site sportif implanté sur la rive droite de la grande rivière Aboyable, accueillant actuellement un terrain de football, un plateau multisport et ont fait l'objet d'une réhabilitation en cours de finalisation de vestiaire. Donc le projet consiste à la construction d'un bâtiment d'environ 250 m², se développant en rez-de-chaussée, intégré au sein d'un espace naturel de grande qualité paysagère. Ce bâtiment présentera une volumétrie simple et contemporaine en harmonie avec l'environnement. Et le bâtiment sera également conçu sur des principes bioclimatiques. Donc l'opération se déroule en 2 tranches. La première tranche consiste en la réalisation de la salle polyvalente pour un coût d'opération de 700 000 €. Donc cette première tranche fait l'objet de 2 délibérations. Délibération numéro 2018 0604 22 070 du 18 septembre 2018 et 2020 13 21 89 du 18 septembre 2020. Donc la seconde tranche consistera en l'aménagement de l'espace extérieur grâce notamment à la réorganisation de l'espace de stationnement et la mise en œuvre d'un aménagement paysager. Le coût de l'opération de cette seconde tranche est estimé à 376 200 €. Donc le coût prévisionnel global de l'opération est donc évalué à 1 076 200 €. Donc c'est dans ce contexte que la ville sollicite une aide publique du FEADER à hauteur de 80%, soit 860 960 €. Le maire expose aux membres du conseil municipal qu'il s'agit de réaliser cette opération sur la base du plan de financement prévisionnel suivant. Article 1, d'approuver toute demande de subvention, notamment au titre des concours financiers du FEADER, dans le cadre de la réponse à l'appel à projet relevant de la mesure 7.4.1, investissement dans les services de base pour la population rurale, ainsi que le plan de financement ci-dessus. Article 2, d'autoriser le maire à solliciter tous les cofinancements nécessaires et signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération. Article 3, d'autoriser le maire à inscrire au budget les crédits afférents à l'opération. Merci à tous. Merci Magali pour la présentation de ce point. Donc, chers collègues, la réalisation de cet équipement, l'amélioration, le développement de l'équipement de Tivoli est un sujet sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, mais c'est un projet aussi qui a connu des évolutions. Entre-temps, nous avons procédé à la rénovation complète de la plateforme sportive. Nous avons assuré la réception des travaux il y a quelque temps. Nous procéderons à l'inauguration certainement au courant du mois d'août, mais bien entendu, tous nos engagements sur le secteur de Tivoli seront honorés. Et là, nous franchissons une étape supplémentaire dans la présentation de ce nouveau budget pour la participation diverse de nos contributeurs. Et c'est pour cela que nous soumettons cela à votre attention. Donc je vous invite maintenant à faire vos observations, vos questions
et nous passerons au vote. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Alors, les prochains sujets sont identiques, c'est-à-dire nous avons 3 délibérations relatives au FAC. Le FAC, c'est le Fonds d'aide aux communes. Il s'agit de l'année 2019, 2020 et 2021. Donc, nous allons demander à notre collègue conseillère départementale de bien vouloir nous présenter ces 3 points et ensemble, et ensuite nous ferons un vote distinct pour l'année 2019, 2020, 2021. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Et je vous voulais les 3 délibérations 2019, 2020, 2021. Le Fonds d'aide aux communes a pour objectif de faciliter la réalisation de projets d'intérêt communal ne relevant pas d'un enjeu intercommunal ou départemental, basé sur le principe de la solidarité territoriale. Il vise à une adaptation du montant d'aide en prenant en compte les ressources financières des communes. Les dépenses d'investissement sont éligibles. Le président du conseil départemental a sollicité les maires des communes de la Guadeloupe pour présenter des projets de travaux susceptibles d'être cofinancés au titre du fonds d'aide aux communes. Le conseil municipal doit se prononcer sur le type de projet destiné à être accompagné. Ainsi, au titre de l'année 2019, il est proposé d'affecter les crédits de la dite subvention FAC aux travaux réalisés dans le cadre de l'amélioration du réseau routier communal. Le plan de financement s'établit comme suit. Intitulé de l'opération Travaux de réfection des routes communales. Année d'exécution 2019. Participation de la commune 50 000 € hors taxe. Taux d'intervention 20%. Participation du conseil départemental 200 000 € hors taxe. Taux d'intervention 80. Département, total 250 000 € et taux d'intervention 100. Suivant cet exposé, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le plan de financement des travaux d'amélioration du réseau routier communal. L'article 2, d'autoriser le maire à signer tout document technique, financier, administratif nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Article 3, d'autoriser le maire à inscrire au budget les crédits afférents à l'opération. L'article 4, de charger le maire d'exécuter la présente délibération qui sera transmise à Monsieur le préfet de la région Guadeloupe. La présidente du conseil départemental a sollicité, mais ce n'est pas la peine que je redise sur ça, donc maintenant que nous sommes passés 2019, maintenant 2020, il est proposé d'affecter les crédits de la dite subvention FAC aux travaux réalisés dans le cadre de l'amélioration du réseau routier. Donc l'année d'exécution 2020, participation de la commune 50 000 €, participation du conseil départemental 200 000 € et le total de 250 000 €. Donc, ce n'est pas la peine de relire cet article, parce que ce sont les mêmes choses. Oui, tout à fait, je sais, c'est ce que je viens de dire. Ainsi, au titre de l'année 2021, il est proposé d'affecter les crédits. Donc, l'année d'exécution 2021, participation de la commune 50 000 €, participation du conseil départemental 200 000 € et le total de 250 000 €. Voilà. Merci, chers collègues conseillères départementales, de nous assurer de ce financement, de cet accompagnement du département à hauteur de 200 000 €, chers amis, chers collègues. 200 000 € pour améliorer le réseau routier de Petit-Vaud. 200 000 € multipliés par 3. 200 000 € au titre de l'année 2019, 200 000 € au titre de l'année 2020 et 200 000 € au titre de l'année 2021. Pour un total de 250 000 quand on y met les 20% de la ville
à savoir 50 000 €. Donc je vous inviterai, chers collègues, à faire des observations groupées et ensuite nous ferons 3 votes distincts pour approuver ce plan de financement. Avez-vous des questions, des observations? Est-ce obligatoirement pour les routes? Non. C'est nous qui avons. Si d'autres questions? Très bien. Chers collègues, nous allons donc procéder au vote. Au titre de l'année 2019, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Au titre de l'année 2020, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Au titre de l'année 2021, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Très bien. Eh bien, maintenant, il ne reste plus qu'à encaisser. Madame la directrice des affaires financières, il ne reste plus qu'à encaisser. C'est ça le bienvenu? Bien. Très bien. Alors, nous avons adopté déjà la modification du PLU. Nous avons le point suivant que nous souhaitons reporter. Donc, je vous invite à vous prononcer sur le report de ce point à l'ordre du jour. Y a-t-il des observations là-dessus? Nous en avons discuté hier en réunion de majorité. Qui vote contre, qui s'abstient? Chers collègues, nous reviendrons lors du prochain conseil qui aura lieu certainement la 3e semaine de ce mois de juillet sur l'accompagnement de la ville aux actions sportives et culturelles. Mise en place des jobs vacances, c'est le dernier point de ce conseil municipal et c'est avec Madame Katie Delvert qui nous fera la présentation de ce point. Micro pour Katie Delvert. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les petits bourgeois qui nous regardent. Donc, je vais présenter le rapport de la mise en place des jobs vacances pour l'année 2022. Les grandes vacances sont l'occasion pour la ville de Petit-Mont, une période riche en actions, de prévention et de loisirs en faveur de la jeunesse de la commune. C'est ainsi que la ville a initié depuis de nombreuses années un dispositif intitulé Job Vacances. Ce dispositif propose à des jeunes âgés de 17 à 22 ans une activité professionnelle durant les périodes des grandes vacances scolaires, juillet et août. Cette opération permet à ces jeunes de découvrir le monde du travail et les métiers exercés au sein de la collectivité et des établissements publics, d'accéder à une première expérience professionnelle durant 2 semaines dans les domaines suivants: administratifs et petits travaux techniques. Afin de mener à bien cette opération, la Direction de la solidarité et de la cohésion sociale, à travers la Maison de la jeunesse et de la cohésion sociale, fait appel aux services de la ville pour accueillir et accompagner les jeunes recrutés. Ils seront donc affectés dans les services suivants: services techniques, services environnement, services informatiques, service communication, service de l'administration générale, service financier, service des ressources humaines, service des affaires scolaires, service des sports, service social, CECAS et PEMAS, et bien d'autres. La direction assure l'interface avec les services pour le recrutement, le suivi, la répartition des jeunes et l'évaluation du dispositif. Pour la session 2022, 200 jeunes âgés de 17 à 22 ans seront concernés par cette opération et percevront une rémunération nette de 671,73 €. Le coût global de cette opération s'élève à 247 008 €. Le maire demande donc à l'Assemblée de bien vouloir délibérer sur la mise en place des jobs vacances au titre de l'année 2022
Fixer le nombre de jeunes de 17 à 22 ans participant à l'opération 200 jeunes maximum. Prévoir et inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de leur rémunération. Autoriser le maire à signer tous les documents y afférents. Et je profite donc de ce Facebook en direct pour dire aux jeunes petits bourgeois âgés de 17 à 22 ans qu'ils peuvent candidater jusqu'au 4 juillet via la plateforme Emploi et Insertion. Merci. Nous sommes vraiment dans un exercice coutumier. Nous tenons à pouvoir permettre à nos jeunes étudiants, nos jeunes scolarisés, ceux qui sortent quelquefois du cycle scolaire après le bac, nous leur permettons d'avoir une immersion dans le monde professionnel, nous leur permettons d'avoir une activité, et ce qui leur permet aussi d'avoir de l'argent de poche, soit pour les vacances, soit d'avoir de l'argent pour préparer des études à venir, notamment quand ils sont fraîchement bacheliers. Donc nous sommes fidèles à cet engagement pris d'aider la jeunesse, et ce qui nous permet aussi bien sûr de renforcer nos équipes et de réaliser des missions qui ne sont pas faites en temps habituel de l'année, mais c'est un exercice notamment de renforcement de nos équipes sur le terrain, ce qui nous permet d'embellir par des opérations de quick force, des opérations d'embellissement et de nettoyage du territoire. Donc tous ces jeunes seront les bienvenus. Nous procéderons à leur recrutement dans les semaines qui suivent. Voilà, chers collègues, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, pas d'observation. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Je crois que nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Dernières annonces avant de nous quitter. Nous avons donc deux fêtes ce week-end. Nous l'avons annoncé hier à l'occasion de la réunion. Je vais demander aux élus de se rapprocher du cabinet pour la constitution des délégations. Nous avions dit que Philippe Curet au Lavandin et qu'il faudrait quelques élus pour l'accompagner au Lavandin. Et nous avons aussi la fête de Bémaro, la fête de Saint-Jean, la fête de Bémaro qui a lieu le même jour, donc demain après-midi. Il faut aussi une délégation pour pouvoir se déplacer à Bémaro. Alors, chers collègues, ça, ce sont les deux annonces que je voulais faire. Je voulais aussi vous présenter notre nouvelle directrice des affaires culturelles, Madame Loche, ici présente, puisque nous avons créé cette élection rappelez-vous il y a quelques semaines. Nous avons dit que nous devons donner du sens à notre vie culturelle, nous devons donner de la force et de la lisibilité à notre politique culturelle. Madame Loche a accepté cette fonction de direction et aura une mission importante qui consistera à pouvoir formaliser la politique culturelle que nous menons depuis un certain nombre d'années par différents événements. Nous tenons justement à ce que la culture soit un vecteur de cohésion au sein du personnel communal, au sein de nos populations et de nos quartiers. Nous avons aussi de grandes ambitions en termes de jumelage, les jumelages gagnants avec d'autres territoires, d'autres collectivités, mais surtout d'autres territoires qui peuvent nous éclairer sur le traitement de certains sujets économiques, sur certains sujets, et elle sera la référente de notre élu délégué au jumelage, Madame Eva. Non. Madame Réjeanne Bilobar, elle sera aussi la référente du sport. Elle sera la référente des affaires culturelles, la référente de notre ami le sport, parce que le sport fait partie des activités qui animent aussi un territoire, au-delà purement de l'aspect compétition. Donc elle aura travaillé avec tous les élus, dont
dont le premier est le plus immédiat parce que Mme Loche pourra travailler avec l'élu délégué aux fêtes et cérémonies, puisque nous rentrons dans la période festive. Je sais qu'il s'est beaucoup engagé tout seul. Maintenant, il va avoir du secours, il va pouvoir travailler avec l'encadrant et il va pouvoir formaliser tout cela et l'accompagner pour une belle réussite des manifestations et des fêtes que nous avons pendant cette période-là. Voilà. Oui, Mme Loche. Tout le monde connaît Mme Loche. Bonsoir à tous. Voilà. Donc c'est l'occasion pour moi de dire merci. Merci à M. le maire, merci au conseil municipal. Il est vrai que pour moi c'est un véritable challenge. La Petit-Bourg, on l'a toujours dit, c'est quand même une ville qui est dynamique, qui bouge, et la culture va prendre toute sa place. On a très bien compris. Donc moi, ces jours qui arrivent, j'aurai vraiment une joie de pouvoir travailler dans ce sens-là, pour faire développer cette culture, et c'est de l'animation vraiment du territoire, le développement territorial, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous tâchons de donner les moyens à Mme Loche pour pouvoir réussir cette mission-là, puisque c'est un véritable challenge pour elle. Nous tâchons aussi, bien sûr, de l'accompagner, notamment en formation pour elle, et aussi des équipiers qui sont eux des artistes, mais qui ont besoin effectivement de les conforter pour vraiment donner une bonne visibilité et développement, parce que Petit-Bourg est un territoire de culture. Voilà, chers amis, nous allons mettre fin à notre séance de travail. Merci à nos amis internautes qui nous ont suivis sur le réseau. Nous vous disons à une prochaine fois. Nous serons à nouveau au conseil municipal dans la 3e semaine de ce mois de juillet. Je souhaite donc une bonne soirée à tout un chacun. Chers collègues, merci de votre présence et de votre participation. À très bientôt.